Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invité est Bernard Minier. Projetons-nous un peu, imaginons qu'on ait 80 ans ou 90 ans et on sait qu'on est au seuil de l'extinction et de la disparition, que la fin est proche. On va se retourner et on va voir que pendant 50 ans, on les a passés essentiellement à regarder notre téléphone. C'est quoi cette vie? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. L'histoire de cet auteur de romans policiers n'est pas tout à fait ordinaire. Natif d'un petit village au pied des Pyrénées, Bernard a longtemps écrit des histoires qui sont restées dans ses tiroirs. Il est encore contrôleur des douanes, le métier qu'il a longtemps exercé, lorsqu'il se décide enfin à envoyer son premier roman aux éditeurs. Nous sommes en 2010 et Bernard Minier a 50 ans lorsque Glacé devient la nouvelle sensation du thriller. Grâce aux aventures du commandant Martin Servaz, son auteur change de vie. Le personnage revient dans le cercle, n'éteint pas la lumière, nuit et sœur. Avec M, le bord de l'abîme qui vient de paraître, c'est la deuxième fois que Bernard délaisse son héros récurrent après une putain d'histoire en 2015. Ce nouveau roman nous entraîne sur les pas de Moira, une jeune Française engagée par un géant des nouvelles technologies dont le siège est basé à Hong Kong. Un thriller noir, intense, futuriste mais pas tant que ça, dont je suis allé m'entretenir avec Bernard au sommet d'une célèbre tour parisienne qui abrite les bureaux de son éditeur, la maison XO. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Alors merci de m'accueillir à la Tour Montparnasse. On n'est pas dans un cadre ordinaire. La Tour Montparnasse, c'est là que siège votre maison d'édition XO, avec un cadre un peu magnifique. Est-ce que vous pouvez décrire pour les gens qui vont écouter le podcast ce qu'on voit depuis la fenêtre du bureau où nous sommes? Alors on est déjà au 47e étage de la tour, donc on n'est pas loin du sommet. Et on domine tout Paris. On a la plus belle vue de Paris, puisque, comme chacun sait, la plus belle vue de Paris, c'est la tour Montparnasse, parce que précisément, on ne voit pas la tour en question. Et on domine là, sous nos yeux. En plus, c'est une journée magnifique, hein. Il fait un beau ciel bleu avec juste quelques nuages de beau temps au milieu. Une très belle lumière, et on voit les Invalides avec leur coupole dorée qui étincelle là sur notre gauche, et puis l'esplanade des Invalides. Au bout, il y a le Grand Palais. On voit la coulée de la Seine, cette trace de verdure, et puis le Louvre, hein, qui s'étend. Là, on se rend compte, en fait, on comprend que c'est le plus grand musée du monde, hein. Il s'étale sur une distance considérable. Après, on a un peu plus loin, on a la place du Châtelet, on a le Beffroi, on a Beaubourg là-bas. On voit les tuyaux de Beaubourg, et puis on a juste en face de nous, on a le Sacré-Cœur. Et puis un peu plus sur la droite, on a le jardin du Luxembourg. On a presque l'impression d'être au-dessus, alors qu'en fait il a une certaine distance. Et on a l'église, on a Saint-Sulpice qui est là. Et derrière moi, dans mon dos, il y a le cimetière du Montparnasse, qu'on domine aussi, qu'on surplombe avec, bien sûr, dedans Sartre, Beauvoir, Beckett, Gainsbourg, Julio Cortázar, Émile Cioran et tant d'autres. Alors c'est inspirant, et pourtant c'est complètement ailleurs que vous êtes allé écrire votre nouveau roman. À Hong Kong, M, le bord de l'abîme. Alors, est-ce que c'était... Je crois que vous n'étiez jamais allé avant. Alors, expliquez-moi un petit peu. Est-ce que vous aviez envie d'écrire un roman sur Hong Kong et vous êtes allé voir ce que ça donne pour voir si vous trouveriez l'inspiration? Ou est-ce que vous y êtes allé un peu comme ça en touriste et là vous vous êtes dit non, il faut que je fasse un thriller? Ah non, j'ai pas été du tout en touriste. Quand je suis parti là-bas avec l'idée précisément de situer mon nouveau roman, mon nouvel opus à Hong Kong, pour des raisons que je vais expliquer, et du reste j'ai vraiment mis mes pas avec mon ami, on a mis nos pas dans les pas du personnage principal qui est une jeune femme française qui s'appelle Moira. C'est-à-dire qu'on a pris le même vol qu'elle à la même heure qu'elle, on avait quasiment le même siège qu'elle avait. Ensuite on s'est installé au départ, puisqu'au départ elle arrive, elle s'installe à l'hôtel avant d'avoir l'appartement. On s'est installé au Ritz-Carlton, qui est le plus haut hôtel du monde. Et donc, elle a une chambre au 113e étage. Alors là, on est au 47e. Vous voyez déjà la vue, vous voyez déjà la hauteur. Imaginez le 113e, ce que ça donne. Et elle a une chambre au 113e étage, d'où elle domine tout Hong Kong, parce que c'est la tour la plus haute de Hong Kong. Même s'il y a des centaines et des centaines de tours à Hong Kong, c'est Manhattan. Donc, on s'est installé dans la même chambre, exactement la même.
Et ensuite, chaque fois qu'elle fait, elle ou les... Parce qu'il y a aussi des flics hongkongais dans le roman, chaque fois qu'ils font un pas, j'ai mis mes pas dans les pas des personnages systématiquement. Dès le départ, c'était délibéré. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on va en parler, c'est un roman qui parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de choses comme ça. Or, aujourd'hui, c'est un match qui se joue entre les États-Unis et la Chine. En gros, l'Europe a pris du retard, beaucoup de retard, même s'il y a des tas de startups en France. On n'est pas à la hauteur de ce combat-là. Et la Chine a même pris de l'avance sur les États-Unis, puisque la Chine aujourd'hui, c'est le leader de la recherche et du développement dans le monde. Elle dépose plus de brevets que les États-Unis, elle a plus de chercheurs, plus d'ingénieurs qui sont formés. Donc je me suis dit, il faut que ça se passe en Asie. Alors j'aurais pu aller à Shanghai, mais Shanghai, c'est encore autre chose. C'est une ville très très moderne. Il ne reste plus énormément de vieux quartiers. Hong Kong, c'est un mélange de modernité et en même temps, c'est très délabré, quoi. Ça tombe en ruine, quasiment. Il y a des gratte-ciel dont on se demande comment ils tiennent debout. Je veux dire, toute la partie nord de Kowloon, Bangkok, Jordan et tout, c'est épouvantable. On dirait des termitières. Ça a la couleur de la terre, en plus. C'est franchement laid. C'est pas du tout des gratte-ciel design. Il y en a quelques-uns vers Central qui ont été dessinés par des architectes, un peu comme à Manhattan, mais la plupart des immeubles de Hong Kong sont très, très laids. Ils sont tous, c'est des espèces de ruches. Et donc, ça me paraissait être un décor absolument incroyable. Et c'est un décor de film noir aussi, ou de roman noir. Donc voilà pourquoi je suis parti à Hong Kong. Donc je suis vraiment parti là-bas avec l'idée de situer mon prochain roman là-bas. Et j'y allais justement, pas pour faire du tourisme. On a très très peu fréquenté les sites touristiques. Hein, genre le Pic, qui est cette montagne, qui est le Montmartre de Hong Kong, cette montagne qui domine toute la ville. Non, on ne s'est pas intéressé du tout à ces lieux-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement les endroits où les touristes ne vont pas, où vivent les Hongkongais. Est-ce que c'est un peu un des privilèges de votre deuxième vie de romancier? Vous avez une autre vie avant, hein, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Parce que dans vos premiers romans, dans les histoires de Martin Servaz, j'ai l'impression que vous exploriez des lieux familiers, hein, des coins de la France que vous connaissiez. Est-ce que c'est un peu le luxe de cette nouvelle vie d'écrivain, de pouvoir se dire, tiens, je vais aller passer X jours, X semaines dans un pays qui m'intrigue et je vais écrire une histoire depuis là-bas? C'est un peu ça? Bah bien sûr que c'est un luxe fabuleux d'être auteur. Déjà parce que non seulement ça permet de voyager beaucoup pour situer des intrigues, moi je l'ai fait que 2 fois, hein, depuis j'ai sur mon 7e roman. Tous les Martin Servaz en effet se passent dans le sud-est de la France. Moi j'ai grandi au pied des Pyrénées, j'ai étudié à Toulouse, voilà, ça se passe souvent à Toulouse et au pied des Pyrénées comme mes lecteurs le savent. Mais c'est la 2e fois seulement que je vais à l'étranger. La première fois c'était avec une putain d'histoire qui se passait à Seattle et dans des îles au large de Seattle, où je me suis rendu évidemment, parce que je fais ça à chaque fois. Et la deuxième fois, c'est maintenant. Et donc, c'est pas non plus quelque chose que je fais de manière systématique, mais c'est aussi un luxe parce que j'ai la chance d'être traduit en 21 langues, ce qui fait, je sais pas, peut-être 30, 35 ou 40 pays, avec l'espagnol et l'anglais. Donc, je suis invité aussi par mes maisons d'édition étrangères à voyager. Je me rencontre des lecteurs qui ne sont pas des lecteurs français, mais qui se passionnent tout autant pour mes histoires et pour ce personnage qui est Martin Servaz. Donc ça, c'est aussi un luxe inouï, oui. Et puis, le vrai luxe, quand on est auteur, c'est peut-être la différence avec les journalistes, du reste, c'est que toutes les portes s'ouvrent. Vous décidez d'enquêter, de vous renseigner sur tel domaine, que ce soit Hong Kong ou ailleurs, sur l'intelligence artificielle, sur la police, sur... quand j'étais putain d'histoire, j'avais situé ça dans des bed and breakfast, il y a le bureau du shérif, etc. J'ai visité les bureaux de shérif sur place. Vous dites, vous êtes auteur, j'écris un roman policier, les portes s'ouvrent. Alors que quand vous êtes journaliste, c'est pas forcément toujours le cas. Je sais parce que j'ai des confrères qui sont à la fois, qui ont la double casquette auteur et journaliste, et pour eux c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que quand on le voit sur Google, on voit tout de suite que le gars est journaliste. Et là, il y a des portes qui peuvent un peu se fermer, voire carrément. Alors que pour un auteur, c'est l'inverse. Hein. Tout le monde a envie de parler son métier, et un auteur, tout le monde fait spontanément confiance au créer, il écrit des romans policiers, donc voilà, on va lui raconter comment ça se passe. Alors ceci dit, l'entreprise de nouvelles technologies que vous avez imaginée dans le roman, je suis pas sûr que vous-même, romancier, vous puissiez y entrer comme ça. Non, du reste, je suis pas rentré, non, je suis pas rentré du tout. Bah, il y a des fois où on atteint les limites du truc, dans On n'éteint pas la lumière. À un moment donné, il y a des scènes qui se passent dans la station spatiale internationale, et j'aurais bien aimé, mais c'était quand même assez compliqué de se rendre sur place. Donc ça, je l'ai fait avec Daladoc, évidemment. Dans Nuit, tout ce qui se passe sur la plateforme pétrolière en mer du Nord, j'ai été en Norvège, hein, j'étais à Bergen, j'étais à Oslo, j'ai décrit tous les lieux qui sont... Sauf celui-là, j'ai fait grâce à YouTube, heureusement, parce qu'il y a des vidéos d'ouvriers qui travaillent sur place, qui se filment entre eux, puis qui racontent leur métier, et puis des blogs et plein de choses. Et les bouquins aussi, mais je n'ai pas pu m'y rendre. Et là, effectivement, l'entreprise de nouvelles technologies, déjà, je l'ai inventée.
Donc ça serait quand même assez compliqué. Puis je pense pas que Google soit... Alors c'est ça qui est curieux, c'est que ces géants de l'Internet, parce qu'au fond, mon entreprise qui s'appelle Ming, qui est basée à Hong Kong, qui est donc l'entreprise par laquelle est embauchée Moira. Et c'est pour ça qu'elle se rend là-bas, parce qu'elle va travailler dans cette entreprise asiatique. Cette entreprise, elle est inspirée évidemment de Google, des GAFA, Google, Facebook, etc., mais aussi de leurs pendants chinois, qui sont Baidu, Tencent, Alibaba, qui sont tout aussi impressionnants, tout aussi... avec des ambitions tout aussi totalitaires, et qui sont tout aussi secrets. Mais qui sont encore plus secrets d'ailleurs, parce que Andrew Ng, par exemple, qui est aujourd'hui professeur à Stanford, qui a travaillé à la fois pour Google et pour Baidu, dit les Chinois savent très bien ce que les Occidentaux sont en train de faire, mais la réciproque n'est pas vraie. Donc ils communiquent encore moins. Mais alors, pour revenir à Google, c'est un peu inspiré du Googleplex, par exemple, qui est le campus de Google, qu'on voit beaucoup. Hein, ils ont filmé, les journalistes qui sont rentrés dedans, qui l'ont visité, il y a beaucoup d'informations quand même qui sont données, où le siège de Facebook à Menlo Park, voilà, c'est inspiré de tout ça. Mais en même temps, Google, ils prennent de la transparence, mais c'est toujours pour les autres. Hein. Sur les gens qui dirigent Google, que ce soit Eric Schmidt, Larry Page, cofondateur de Google, etc., on ne sait pas grand-chose. Hein. C'est toujours la transparence pour le reste du monde. Mais voilà. pas pour... Par contre, les employés, les gens qui rentrent dans cette entreprise comme Moira, doivent quelque part abandonner toute forme d'intimité, puisque on leur confie un téléphone, une tablette qui suit leur moindre mouvement, leur moindre battement de cœur, la moindre variation de leur température. Ils ont un assistant personnel à la maison. Ils ont aussi un dossier médical hyper poussé. Et ce qui est intéressant en amorce du roman, c'est que vous expliquez que tout ce qu'on va lire et tout ce qu'on lit en terminant la dernière page, alors peut-être pas tout, mais que ce qu'on lit, c'est vrai, en fait. Et c'est en tout cas en train de se faire. Oui, ça existe. C'est soit déjà, d'ores et déjà dans notre vie de tous les jours, hein. Des fois on en est conscient, des fois un peu moins, mais enfin ça existe. Aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle partout. Il y en a dans votre téléphone, il y en a dans toutes les applications que vous utilisez, il y en a dans les voitures, il y en a dans les avions, il y en a au ministère de la Défense, il y en a partout, de l'intelligence artificielle, à plus ou moins grande quantité, mais il y en a partout. Et donc, oui, ça existe déjà, c'est déjà dans notre vie, et ça va y être de plus en plus. Alors après, il y a des choses qui sont en cours de développement. On sait, par exemple, Moira va travailler sur un chatbot qui s'appelle Deus, Dieu, comme son nom l'indique, enfin qui sait beaucoup de choses, hein, quasiment tout. Et on sait aujourd'hui que les grands géants de l'Internet font la course au chatbot ultime. Hein. Il y a Siri, il y a Alexa, il y en a d'autres. Ils font la course au chatbot ultime parce que l'assistant conversationnel intelligent qui résoudra le maximum de choses, ils savent tous que c'est l'avenir, c'est le prochain Eldorado. Ils sont tous en train de le bâtir. Donc ça aussi, ça existe. Sauf que c'est dans des labos, c'est secret, évidemment, ils ne communiquent pas là-dessus. Et donc, on ne sait pas à quel stade ils en sont de développement. Donc moi, ça, évidemment, j'ai extrapolé. Mais oui, c'est pas de la science-fiction du tout. C'est pas un roman d'anticipation, c'est un thriller contemporain. Ça se passe ici. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que vous, dans votre parcours de lecteur adolescent, vous avez dû lire beaucoup de SF, de fantastique. Je crois que je me trompe pas. Hein. Non, tout à fait. Et j'ai l'impression que on est en train de rejoindre le moment que décrivait, je sais pas, Philippe K. Dick, Asimov dans leur roman à l'époque. C'est en train d'arriver maintenant. On est en train de le vivre. Sauf qu'en fait, on s'en est à peine rendu compte. C'est ça, c'est venu progressivement. Donc, progressivement, ça va de plus en plus vite. Hein. Ça va très très vite. C'est quand même passé seulement 5 ans entre le moment où Mark Zuckerberg a conçu Facebook dans sa chambre d'étudiant et le moment où c'est devenu le premier réseau mondial de la planète qui a écrasé la concurrence. Moins de 5 ans, donc ça va très vite. 5 ans, qu'est-ce que c'est dans une vie d'homme ? C'est-à-dire qu'on va, demain ou après-demain, on ne sait pas ce que sera le paysage de l'informatique, du numérique, des applications. Aujourd'hui, on est tous sur notre téléphone. Peut-être demain, on sera sur autre chose. On n'en sait rien. Et quand le premier Motorola est arrivé sur le marché, qui pouvait imaginer que les téléphones allaient vampiriser nos vies? Parce que c'est ce qu'ils font. Vous vous rappelez un peu, vous, de votre vie avant le téléphone portable? Moi, j'ai essayé de m'en souvenir parce que j'ai écrit un livre avant celui-là qui s'appelle Sœur. Oui, qui racontait la jeunesse de Servaz. Qui se passe en 93. Donc, il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de caméra de surveillance, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur domestique, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et donc on vivait sans ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à penser un temps où on n'avait pas notre téléphone tout le temps à la main, où on vivait sans ça. Je suis sûr que quelqu'un qui est né avec le téléphone, qui n'a pas connu la période d'avant,
devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils devaient s'emmerder, quoi, à l'époque. Ils n'avaient pas de téléphone, ils avaient 3 jeux vidéo, ils n'avaient pas rien. Qu'est-ce qu'ils devaient s'emmerder? Ben non, on s'emmerdait pas du tout, en fait. Parce qu'on lisait des livres. Ben, on lisait des livres et puis on faisait plein de choses. On sortait, on rencontrait du monde, on allait les uns chez les autres, on allait au bar, on allait tout ce que font les gens aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui ils sont au bar, autour d'une table, ils sont tous en train de regarder le téléphone. Ben nous on était au bar, mais on parlait, on échangeait, on refaisait le monde, on réfléchissait et on n'était pas tout le temps collé à notre écran de téléphone. Moi je trouve ça... Je suis rentré de Bordeaux par le TGV parce que j'ai fait une signature à Bordeaux ce week-end et j'ai regardé combien de personnes avaient un livre à la main et combien de personnes avaient un téléphone. Dans le wagon où j'ai été, il y avait un seul livre, un seul, et tout le monde avait son téléphone allumé. Mais c'est quoi cette société où on est tout le temps en train de... Je vais dire, imaginons, réfléchissons un peu, projetons-nous un peu, et imaginons qu'on ait 80 ans ou 90 ans et on sait qu'on est au seuil de l'extinction et de la disparition, que la fin est proche. On va se retourner et on va voir que pendant 50 ans, on les a passés essentiellement à regarder notre téléphone. C'est quoi cette vie? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Vu de l'extérieur, c'est dramatique, je veux dire. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez dire il y a plein de choses intéressantes dans mon téléphone, il y a plein de choses merveilleuses sur Internet. N'empêche que quand vous êtes le nez collé à l'écran, vous n'êtes pas en train de regarder le monde. Vous n'êtes pas en train de vivre. Vous vivez par procuration. Donc quand on va arriver à 80 balais, on va se dire putain, j'ai passé 50 ans de ma vie à vivre par procuration à travers mon téléphone. Mais c'est dramatique. Le nombre d'heures, vous qui avez fait un peu de recherche, moi j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre d'heures qu'on passe devant un écran de télévision et devant un écran de smartphone tous les jours, il est délirant, il est exponentiel. Ah bah, et puis alors, plus les nouvelles générations, c'est encore pire. Je veux dire, les jeunes qui ont 15 ans, c'est monstrueux le nombre d'heures qu'ils passent chaque jour sur le téléphone. Puis ils se couchent, ils ont leur téléphone allumé, ça les empêche de dormir parce qu'il y a quelqu'un il y a un copain ou une copine qui a envoyé un message, il faut absolument regarder, donc il est 2h, 3h du matin. Donc le lendemain, on se réveille, on a la tête dans le... Et c'est quoi cette vie? À quoi ça ressemble? Alors, il y a quand même une manière de s'en échapper, c'est de lire des livres. Moi, j'ai créé ce podcast avec cette envie-là, c'est de partager le plaisir de la lecture, le plaisir de la pause et de l'introspection, aussi à travers les livres, avec un titre que je soumets à tous mes invités. Au début, je pose la question au début, et puis là, je me suis dit, tiens, on va un peu lancer la discussion, mais vous n'y couperez pas. Bernard, pour vous, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux que les autres? Non, je crois pas. Non, on va être sincère. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui lit soit plus heureux que les autres. Déjà parce que la lecture, c'est la lucidité. Quand on a beaucoup lu et quand on continue à lire, on voit le monde, non pas par le petit bout de la lorgnette, mais on voit le monde tel qu'il est, en quelque sorte. C'est Milan Kundera qui disait que, parlons de romans essentiellement, mais on pourrait parler de toutes sortes de livres, que l'école du roman, c'est l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et sauf que cette vérité éternelle qui est celle du roman, aujourd'hui on l'entend de moins en moins dans ce vacarme des réponses simples et rapides que sont les tweets, les posts, les machins. Donc aujourd'hui tout va vite, il faut répondre très vite, il faut avoir des idées très courtes. Voilà, c'est pas cheveux longs, idée courte, là c'est parole courte, idée courte. Et or non, une question compliquée peut pas avoir une réponse simple. Ça c'est faux, c'est un mensonge. À question compliquée, réponse compliquée. Donc ça demande de la réflexion, ça demande de s'arrêter à un moment donné pour réfléchir. Et la lecture apprend ça aussi. La lecture apprend à réfléchir, donne des grilles de lecture du monde à travers des grands auteurs, à travers des grands esprits. Et donc ça amène à la lucidité, une certaine lucidité. La lucidité, c'est pas forcément synonyme de bonheur, malheureusement. Oui, c'est ce que certains de nos invités disent. D'autres répondent oui, oui avec enthousiasme quand je leur pose la question. J'en ai d'autres qui m'ont déjà répondu non. Et effectivement, c'est cette idée qu'on est plus conscient du monde qui nous entoure, mais aussi qu'on est plus conscient de nous-mêmes et de nos contradictions. Ça peut être un peu vertigineux en fait. Bien sûr, c'est pas forcément facile à vivre, mais après la question suivante c'est est-ce que vous voulez vivre heureux mais con? En gros, pour simplifier un peu, disons vivre heureux mais mourir idiot, hein, mais je caricature, mais bon, parce qu'on apprend plein de choses sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux, pas vraiment. Ou est-ce que vous voulez vivre lucide avec malgré le fardeau que ça représente aussi? Est-ce que vous voulez avoir les yeux ouverts? La question est là, hein. C'est un peu le meilleur des mondes. Hein. Oui, ok, on vous file la pilule du bonheur et puis vous êtes béatement heureux et puis tout le reste, après moi, le déluge.
Mais moi, je préfère être lucide, je sais pas pourquoi. Et puis, ça n'empêche pas les moments de bonheur. Et puis d'abord, la lecture, il ne faut pas oublier que c'est aussi un moment de bonheur. En soi, ce plaisir de la lecture, il est irremplaçable. Ce plaisir, ce lien qu'il existe entre un auteur et son lecteur. Et je dis pas ses lecteurs, parce que quand on lit, on est seul avec l'auteur, avec la voix de l'auteur. C'est la différence, par exemple, avec quand on regarde un film, souvent à la télévision, au cinéma, quand on va à un concert, quand on écoute de la musique, quand on danse, on est souvent accompagné. On peut être seul, mais on est souvent accompagné. Quand on lit, on est toujours seul, avec l'auteur. Donc il y a cette espèce de lien, cette intimité qui se crée. Il y a la voix de l'auteur, et si le livre est bon, c'est quand même un bonheur inimaginable, la lecture en soi. Ce plaisir-là, ce bonheur-là, chez vous, il est né très tôt. Est-ce qu'on vous l'a transmis ou est-ce que vous l'êtes construit un peu tout seul? Alors, on ne l'a pas transmis vraiment. Mon père était professeur, mais il était professeur dans un lycée technique et l'essentiel de ses livres, c'était des ouvrages très techniques sur le traitement des matériaux, des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément le genre de choses qu'on lit à 10 ans. Mais en revanche, il a eu le mérite de m'acheter des encyclopédies. Et je me rappelle à l'époque, il y en avait une qui était faite pour la jeunesse qui s'appelait Tout l'univers, qui était très bien faite, avec plein d'illustrations. Donc on apprenait par exemple l'histoire d'Ulysse en 3 ou 4 chapitres, c'était résumé. Ulysse qui rentre à Ithaque avec le cyclope, avec les sirènes. Alors il y avait des illustrations qui étaient aussi belles que le récit, à la limite. On aimait autant les illustrations. On apprenait le cinéma depuis King Kong jusqu'à et Fritz Lang jusqu'à, pas aujourd'hui, mais c'était dans les années 70, 60-70, à travers aussi et donc on apprenait plein de choses à travers cette encyclopédie qui était Tout l'univers. Donc ça provoquait une curiosité, on avait envie d'en savoir plus sur tel ou tel domaine en fonction de ses affinités. Donc mon père a eu quand même l'intelligence d'acheter toutes ces encyclopédies qui me donnaient une soif de savoir. Après, le reste, je me le suis construit moi-même. Les romans que j'ai lus très tôt, c'est pas du tout mes parents qui me les ont suggérés parce que on n'était pas dans une famille de lettrés. C'est moi-même qui, de mon propre chef, ai eu envie de lire tel ou tel roman. Alors, il y avait qu'un bureau de presse. Moi, j'ai grandi à Montrégeau, 2000 habitants, au pied des Pyrénées. Et au fond du commun, c'est vraiment c'est un Finistère. Hein. C'est au Finistère au sens premier du terme. Il n'y a pas la FNAC. Non, il n'y a pas la FNAC, puis elle était loin. Mais s'il y en avait une, elle aurait été à 100 km. Donc on n'y allait pas tous les jours. Et puis c'était le bout de la terre, c'est le bout de la France. Hein. Parce qu'après, c'était la barrière des Pyrénées et de l'autre côté, c'était l'Espagne. Et je me rappelle Flaubert disait, parce que Flaubert a beaucoup voyagé dans les Pyrénées aussi, disait au-delà, c'est déjà l'Afrique. Alors je ne suis pas du tout d'accord parce que j'ai beaucoup d'amis espagnols et il y a une formidable littérature et culture espagnole, mais quand j'avais 10 ans, si, c'était la fin. Les Pyrénées, tout s'arrêtait là, en quelque sorte. Et donc, on est à 2000 habitants, il y avait une maison de la presse, il devait y avoir 2 tourniquets de livres. Donc le choix était extrêmement limité. Donc au fond, c'est ça qui a commandé mes premières lectures, c'est que j'ai pris les livres qui me tombaient sous la main. Par exemple, il y avait les éditions Marabout, qui étaient très bien distribuées, éditions belges, hein, bien connues des jeunes de mon âge, qui distribuaient les Bob Moran. Ensuite, c'est devenu une chanson célèbre. De Chine. Ouais. Ouais. Mais bon, donc on lisait tous des Bob Moran, on avait tous des Bob Moran dans nos placards. Quoi. Les aventures de Bob Moran, on connaissait ça par cœur. Après, on passait à Jules Verne, on passait à Lovecraft, on passait et aux romans de science-fiction, c'était la collection, je crois que c'était les éditions J'ai lu à l'époque, ou Livre des Poches, je ne me rappelle plus, il y avait 2-3 collections de science-fiction qui étaient elles aussi bien distribuées à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, on lisait aussi beaucoup de SF. On était des garçons en plus. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est mes goûts littéraires. Je me les suis fait tout seul. Et le désir d'écrire, je crois qu'il est venu très tôt. Je crois avoir lu votre bio sur Internet qui est amusante parce que j'invite les internautes à aller regarder parce que vous avez fait une petite bio à partir d'anecdotes de votre vie. C'est pas des dates. Il y a des dates, mais c'est des petits moments précis. Et je crois qu'un jour, vous faites une lecture en classe à une maîtresse remplaçante, c'est ça? C'est ça. Ouais, elle était très jolie, ça a dû aider. Enfin, moi, en même temps, il faut se méfier de la mémoire des auteurs. Hein. Les auteurs sont de grands mateurs. Oui. Ils finissent par s'inventer des histoires eux-mêmes de temps en temps. Mais il me semble me souvenir qu'elle était très jolie. Et effectivement, en fin d'année scolaire, ça devait être en CE2, CM1 peut-être. C'était le mois de juin, il faisait chaud et on avait tous envie d'aller faire un tour et le programme était quasiment terminé. On avait déjà l'esprit aux vacances, donc on s'est évadé et elle a eu la très bonne idée de nous lire Robinson Crusoe à voix haute, elle lisait merveilleusement bien et tout d'un coup il y a eu comme une espèce d'épiphanie. Moi je me suis retrouvé frappé par cette lecture, happé par cette lecture. J'écoutais cette voix qui me racontait cette histoire qui est absolument passionnante. Et je faisais peut-être pas trop la différence entre la personne qui lisait la voix et le texte lui-même. Et je voyais que ça fascinait le reste de la classe aussi, que tout le monde écoutait.
Les classes étaient beaucoup plus sages qu'aujourd'hui. Je pensais beaucoup plus facile. Et puis il n'y avait pas de téléphone portable aussi. Et, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, raconter des histoires. Et ça me pose la question de savoir si c'est des histoires orales ou écrites. Hein. Après tout, avant l'écrit, il y a eu de longues traditions orales. Complètement. Et je suis ressorti de là en me disant, je veux vraiment faire ça. Donc je lisais déjà des BD, des choses comme ça, ou des livres illustrés. Je lisais L'île au trésor, je lisais, voilà, dans la collection Rouge et Or, il y a des illustrations magnifiques, je lisais Fenimore Cooper, Le Dernier Mohican, des choses comme ça. Et très vite, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. Donc par exemple, les personnages de Bob Moran et Bill Ballantine, je me les suis appropriés. Et j'ai écrit des petites choses à la main. Je n'avais pas encore de machine à écrire, j'en ai eu une assez peu de temps après, une bonne vieille machine à écrire avec un rouleau, là, et je l'ai passé à mes copains qui se les passaient entre eux. Et je faisais ça aussi avec des petites BD. Il y a un personnage de BD qui à l'époque s'appelait Black le Rock, qui était un trappeur avec une queue de cheval blonde et une toque en castor. Et donc je me faisais mes petites histoires de Black le Rock que je dessinais, que je passais à mes copains. Je pense que il doit y avoir encore des gens qui en ont dans leur tiroir. Alors, bizarrement, je ne sais pas si c'est bizarrement, mais vous allez m'expliquer, mais finalement, écrire, en tout cas le milieu de l'édition, vous allez le découvrir très longtemps après. Vous n'allez pas tout de suite envoyer, je ne sais pas si vous avez très tôt envoyé des manuscrits, mais vous avez d'abord une première vie professionnelle. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Ouais, bah, j'ai été douanier pendant 25 ans. Arthur Rimbaud a fait un poème sur les douaniers, ça s'appelle Les Assis, je crois. Qui est un très beau poème, mais qui est assez vachard pour les douaniers. Il est peut-être un grief contre eux. Non, j'ai rencontré des gens formidables dans les douanes. Il y a toutes sortes de métiers dans les douanes. On s'imagine que c'est toujours le type qui est à la frontière, en uniforme, et qui demande si on a quelque chose à déclarer. En fait, non, il y a plein de métiers. Il y a plein de gens qui sont très spécialisés, qui luttent contre la contrefaçon, contre le trafic des espèces en voie de disparition, des espèces menacées, donc dans les aéroports, partout, dans les ports. Moi, j'étais à la direction, j'étais dans un bureau, hein, j'ai jamais eu d'uniforme. Jamais porté l'uniforme, donc j'ai fait ça pendant 25 ans, mais je continue à écrire hein, tout le temps. Alors pourquoi, la vraie question c'est en effet pourquoi j'ai publié si tard, parce qu'en fait j'ai publié, j'avais 50 ans. En fait j'avais jamais vraiment essayé de publier avant, parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient publiées qui auraient peut-être mieux fait de ne pas l'être déjà d'une part, et j'ai pas envie d'ajouter ma pierre à l'édifice. J'étais pas du tout convaincu que ce que je faisais était bon. J'en veux pour preuve que Glacé, les 60 premières pages sont endormies dans un tiroir pendant 3 ans à peu près, ou peut-être 2, ou peut-être 4, je sais pas. Parce que vous n'y croyez pas. J'y croyais pas, je n'étais pas convaincu que c'était bon, ou que c'était pas si bon que ça. Je me disais, tu dois pouvoir faire mieux, mais c'était toujours la procrastination qui l'emportait. Et puis en fait, en faisant des concours de nouvelles, j'en faisais beaucoup. J'ai du reste, la semaine dernière, croisé un ancien coreligionnaire en concours de nouvelles qui s'appelle Éric Foissier, qui est lui aussi auteur, qui vient de sortir un nouveau roman et qui faisait la même mission de télé que moi. Donc ça c'est amusant, parce qu'on s'était déjà croisés dans les concours, et c'était souvent les mêmes gens qui revenaient dans les palmarès, même s'il y avait des centaines de textes qui étaient envoyés, et qu'il y a des dizaines et des dizaines de concours de nouvelles en France. Et donc dans un concours de nouvelles, j'ai rencontré un monsieur qui était un grand amateur de polar, qui avait fait une thèse sur Thierry Jonquet, et on a échangé, on a envisagé d'écrire un roman à deux mains, et sur un roman policier, ce qui pour moi était vraiment une expérience nouvelle, parce que j'étais pas du tout un grand lecteur du genre, et puis j'avais ces 60 pages que j'avais quand même essayé d'écrire un peu avant, comme un exercice de style, qui était les 60 premières pages de Glacé dans un tiroir. Je lui ai montré, et il m'a dit c'est extraordinaire, il faut absolument le finir, c'est vachement bien, ces 60 premières pages elles sont formidables, donc il faut que tu le finisses, et puis tu vas l'écrire tout seul, t'as pas besoin de moi. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis je lui ai fait lire les 250 premières pages, il m'a encouragé, et puis les 250 sont devenus 500, puis 600, parce que c'était quand même un gros roman. Et à la fin il m'a dit maintenant tu l'envoies aux maisons d'édition parisiennes, et tu vas voir, ça va bien se passer. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai envoyé à 5 maisons très connues, et sur les 5, il y en a 4 qui m'ont répondu. Donc je ne citerai pas la 5e, hein, D'accord. qui n'a pas dit ni répondre. Et qui a 4 réponses positives, quoi. 4 maisons d'édition très très connues qui étaient vraiment intéressées par le manuscrit de Glacé. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Mince, j'aurais dû faire ça avant. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Oui, un peu quand même. Un peu, ouais. Je me suis dit, mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps, quoi, finalement? Et alors pourquoi fondamentalement? Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que vraiment c'était un manque de confiance? Ouais, complètement. Que c'était une forme de complexe social? Tout en même temps, ouais. Tout en même temps? Tout en même temps, le fait que j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas envoyer un manuscrit par la poste, qu'il fallait avoir des relations pour être publié.
Bon, je suis la preuve que non, puisque sur les 5 auxquels j'ai envoyé, 4 m'ont répondu. Le fait que j'étais pas du tout convaincu que c'était si bon que ça, le fait, enfin pour plein d'autres choses, le fait que je me suis dit, je voyais aussi passer des livres parce que j'étais fourré dans les librairies tout le temps quand j'étais à Montreuil, enfin entre Montreuil, rue des Deux Communes. Donc rue des Deux Communes, comme son nom l'indique, un trottoir c'est Montreuil, un trottoir c'est Vincennes, c'est là où est la direction générale des douanes. J'y allais tout le temps à la librairie 1000 pages, j'y étais tous les jours quasiment. Ouais. Donc je feuilletais, j'ouvrais, j'achetais aussi beaucoup de livres. J'ai 3000 romans chez moi. Très souvent, les livres me tombaient des mains, quoi, parce que je trouvais que c'était. Ouais, bon, voilà. Et alors je me disais, bien, ça a été publié ce truc-là, bon, why not? Mais j'avais pas trop envie de. Finalement, Et puis je me disais, est-ce que ce texte est si bon que ça? À quoi ça sert de le publier? Il va être lu par 3 personnes. C'est un peu. Voilà. Mais est-ce que vous étiez. Vous étiez heureux ou il y avait une petite frustration quand même dans votre oui, vie? il y avait toujours une frustration, ouais, bien sûr. Enfin, j'écrivais pour moi, j'écrivais aussi pour mes amis, j'écrivais pour... Mais bien sûr, il y avait quand même une frustration de savoir que... C'est compliqué. En même temps, j'étais quasiment persuadé que j'en étais capable. Hein. Je savais que ce que j'écrivais... Je crois que c'est Borges qui a dit, Jorge Luis Borges qui a dit que de nos jours, et il a dit ça il y a 20 ans, alors imaginez aujourd'hui, de nos jours, c'est plus difficile de trouver un bon lecteur comme bon auteur. Ouais, c'est possible. Hein. C'est un peu excessif, voilà, c'est un peu excessif, mais bon, ça dit quelque chose. Et je pense que je suis un bon lecteur, que j'ai du recul, non seulement par rapport à ce que font les autres, mais par rapport à ce que je fais moi-même. Donc, je savais en même temps aussi intimement que c'était pas si mauvais que ça, qu'il y avait quelques pages qui valaient le coup. Vous n'étiez pas prêt, quoi. Ouais, c'est ça, j'en sais rien. Puis, je pense que c'est comme souvent, c'est une rencontre. Il y avait ce film de Peter Beau qui s'appelait Rencontre avec des hommes remarquables. Et souvent, la vie, elle est faite de rencontres. On rencontre des gens qui on est à un carrefour et arrive une personne qui va vous orienter dans telle direction et ça va changer votre vie. Ça peut être aussi bien un amour qu'une amitié, que quelqu'un, une coïncidence, un accident. Et s'il n'y a pas eu ce monsieur, cet ami qui m'avait poussé à le faire, peut-être que je serais encore douanier alors qu'il est, quoi. Et j'aurais écrit 60 pages de glacé, point barre. Et j'aurais économisé tout le reste le roman suivant, on en aurait fait l'économie. C'est ça. Mais non, c'est plutôt bien que c'est continu puisque le succès va croissant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une deuxième vie, ou une nouvelle vie? Est-ce que tout a changé du jour au lendemain? Oui, oui, quand même, oui. Oui, ça peut être une de ces émissions qu'on voit à la télé, on peut changer d'il y a 50 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Et vous devriez vous faire inviter dans une émission comme ça. Oui, c'est sûr, je sais pas. Mais oui, ça a changé tout, ouais, absolument. Puis rapidement en plus, parce que le succès est arrivé assez vite, même très vite. Puisque dès le premier roman, moi j'ai beaucoup de confrères je parle avec mes co-religionnaires qui sont auteurs à succès. Ils sont très rarement imposés au premier livre. C'est souvent le deuxième ou le troisième, voire le cinquième qui tout d'un coup a été le déclic et qui fait que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, tous les lecteurs se sont précipités sur le travail de tel ou tel auteur. Alors, j'ai eu cette chance-là que c'est arrivé avec le premier. Donc, après, ça n'a cessé de grandir, mais dès le premier, ça... Donc oui, du jour au lendemain, ma vie a changé, oui. Déjà, j'allais plus au bureau tous les jours, ce qui m'économisait quasiment 3 heures de transport, c'est pas rien. Parce que j'habitais loin en banlieue, j'avais une petite maison tranquille, et donc pour venir travailler sur Paris, c'était quand même très compliqué. Les gens qui galèrent tous les jours sur les quais, en attendant leur train qui ne vient pas, qui n'est pas forcément à l'heure, ou bien qui ne viendra pas parce qu'il y a une grève ou il y a un incident technique, savent de quoi je parle, surtout l'hiver. Donc, oui, ça a changé tout. Déjà, j'avais pas ça, j'ai passé 3 heures de transport. Je dis pas que j'aimais pas mon métier précédent, mais là, pour le coup, je vivais de ma passion. Je me levais tout le matin pour faire quelque chose que j'adorais faire et que je faisais d'ailleurs du reste avant, pendant les vacances et pendant les week-ends. Je rencontrais des gens que j'aurais jamais rencontrés sans ça. Je voyageais aussi, puisque les traductions sont arrivées assez vite. Je me suis retrouvé en Argentine ou en Pologne assez rapidement. Donc c'était une vie totalement nouvelle. J'ai pris plus de fois l'avion et j'ai fréquenté plus d'aéroports. Depuis que vous êtes écrivain? Depuis que je suis écrivain, que les 50 années précédentes. Donc ça c'est vraiment un changement radical, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Vous en tirez quel enseignement, ça, finalement, de ce changement de vie tardif? Ça dit quoi de la vie? Ça dit déjà une chose, c'est que moi quand j'avais 15 ans, ou non, pas 15 ans, un peu plus, 18, 19 ans, j'avais une affiche du film Midnight Express d'Alan Parker dans ma chambre, et il y avait une phrase qui était dessus, on voyait le personnage. Midnight Express, c'est un personnage qui est
pris à l'aéroport avec William Hayes qui est avec de la drogue et qui se retrouve dans une prison turque, un jeune américain. Et donc on le voit sur l'affiche, il regarde les barreaux de sa cellule et il y a cette phrase, il ne faut jamais désespérer. Donc déjà ça m'a appris ça, qu'effectivement il ne faut jamais désespérer, tout peut arriver même tard. Deuxièmement, ça m'a appris qu'il ne faut jamais perdre de temps, que la vie est courte, que chaque minute, comme le disaient les calvinistes, il faut travailler, chaque minute ne reviendra pas, et donc il faut travailler pour la plus grande gloire de Dieu. C'est ce que disent les calvinistes, hein, d'où la ponctualité des trains suisses. Et donc chaque minute est importante, et il ne faut surtout pas perdre son temps en route. Si vous avez des choses à faire, faites-les, et faites-les tout de suite. C'est une belle morale. J'aurais presque envie de conclure le podcast sur ça, mais je vais quand même vous demander ce que je fais avec tous mes invités, c'est quelques conseils de lecture en ce moment. Alors, je crois que vous m'avez dit que vous n'avez pas forcément tout le temps de lire beaucoup, mais j'ai quand même envie de savoir ce qu'il y a dans votre liste de lecture en ce moment ou à venir, les livres que vous lisez ou les livres qui vous font envie. Alors, les livres que je lis ou qui me font envie. Alors, je suis en train de lire un livre qui a déjà pas mal d'années, mais qui est remarquable. Parce que je suis en train de travailler sur une série et donc j'ai besoin d'informations. Ça s'appelle Congo, c'est de David Van Rebroek. C'est paru déjà il y a 4-5 ans. Hein. C'est l'histoire du Congo depuis le roi Léopold jusqu'à nos jours, avec tous les avatars, toutes les tragédies, toutes les guerres qu'a traversé le Congo. Et c'est absolument magnifique parce que non seulement c'est un document, mais c'est aussi un vrai travail littéraire, c'est une vraie œuvre littéraire. Donc je crois que c'est chez Actes Sud. C'est magnifique. C'est le roman que je suis en train de lire en ce moment. Sinon, parmi ceux que j'ai lus récemment, je suis en train de lire les archives de... Ça n'a rien à voir non plus, les archives de Ingmar Bergman. Ouais. Moi, je suis un fan absolu d'Ingmar Bergman depuis toujours. J'aime quasiment tous ses films. Je les ai tous vus et revus et revus. Et ces archives où Bergman parle de son travail, moi, je trouve ça remarquable. C'est tout ce qu'il dit sur le cinéma, on pourrait le dire aussi bien sur la littérature ou sur le roman. Vous m'avez dit que vous travaillez sur une série télé, vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Ben non, justement, j'y ai pas le droit. J'y ai pas le droit d'en parler. Et est-ce que vous pouvez me dire si Martin Servaz reviendra à la télévision ou pas ? Ah, ça je sais pas. Parce qu'il y a une première adaptation. Oui, c'est ça. J'espère. Sur M6 de Glacé. J'espère, c'est Gaumont qui a la main de ce point de vue-là, hein, puisque c'est eux qui ont les droits sur l'univers de Servaz, hein, tout ce qui est les romans Servaz, donc j'espère qu'il va revenir tôt ou tard, même si ça commence à tarder un peu. J'aimerais bien, moi, revoir quelque chose, j'aimerais bien aussi y participer d'une certaine manière. J'avais pas du tout participé dans l'adaptation. Ouais. Non, j'ai pas participé au scénario. Vous aviez découvert le résultat ? C'est ça, ouais. Donc j'aimerais bien cette fois participer un peu, parce que j'ai aussi ma vision des choses, et bon, c'est pas toujours une bonne chose qu'un auteur adapte sa propre... On a vu des adaptations, même en française, en film d'auteurs de thrillers. Franchement, c'était pas toujours très réussi. Souvent, il vaut mieux qu'un regard extérieur se penche sur l'œuvre littéraire, mais l'exercice m'intéresserait assez. Donc, et quant au fait que Servaz va revenir, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir, en tout cas, en roman, en librairie, puisque le prochain sera un Servaz, ça c'est sûr. Là, celui-là, je l'avais mis en congé pour me rendre à Hong Kong avec Moira, mais le prochain sera un Servaz. À la télévision, c'était Charles Berling qui jouait. C'est ça. Non, mais le casting était vraiment très bien. Non, le casting était formidable. Même Pascal Grégory en Julian Hirtman. Hein, ce sont deux. C'est un grand comédien aussi. Hein. Deux putains d'acteurs. J'ai le droit de dire ce mot-là puisque je le mets comme titre de mes livres. Donc voilà. Donc j'ai le droit de le prononcer. Non, c'est vraiment deux putains d'acteurs. C'était un casting magnifique. Et vous rêvez vous avez un casting idéal pour Moira ? Ça ferait un chouette film, non ? Ça ferait un putain de film. Je pense que ça ferait en plus, je pense que c'est déjà dans la forme du roman quasiment un scénario. Je veux dire, le scénario est tout écrit. Il y a juste à écarter tout ce qui est le propre du roman et qui fait évidemment la valeur, la beauté, le charme du roman, qui sont les descriptions, les dialogues, l'approfondissement des personnages, enfin toute la chair qu'il y a autour de... Mais il suffit d'enlever toute cette chair, on a déjà le squelette du scénario quasiment qui est fait, parce que je pense qu'effectivement il est un peu construit comme un scénario, celui-ci, aime le bord de l'abîme. J'ai pas réfléchi à la question, mais c'est une question intéressante. Parmi les actrices françaises, qui c'est que je verrai Moira, elle a quel âge ? Elle a 30 ans. Il va falloir réfléchir. J'invite chaque auditeur à réfléchir à cette question-là. Parce qu'au fond, c'est toujours la même histoire, c'est que quand... un livre commence dans l'esprit de l'auteur, mais finit toujours dans l'esprit du lecteur. Et moi, je me suis aperçu, pour les avoir interrogés, mes lecteurs,
que chacun a en tête un Martin Servaz différent. Ouais. Chacun Donc certains étaient contents que ce soit Berling et d'autres étaient déçus. C'est ça. Ouais. Mais beaucoup étaient gênés parce qu'au moment où ça apparaît sur l'écran, c'est figé. Tout d'un coup, l'imagination n'a plus sa place. Oui, et dans notre cerveau, après, maintenant, Servaz, c'est Berling. Pour les gens, en tout cas, pour les gens qui ont vu la série. Et alors que chacun avait une image différente de Servaz. C'est une expérience que j'ai déjà faite plusieurs fois. Et les réponses étaient toutes différentes, même au niveau de l'âge. Certains lui donnaient 40 ans, d'autres 50, d'autres c'est assez amusant. Donc je pense qu'il vaut mieux inviter chaque auditeur, dans la mesure où il a déjà été un lecteur de M, le bord de l'abîme, à se demander quelle actrice effectivement pourrait incarner le rôle. Et à prendre un billet pour Hong Kong pour voir comment ça se passe en vrai. Ouais, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'on y découvre et on sent que on est vraiment juste... Oui, on voit la partie émergée de l'iceberg dans le roman, mais c'est un territoire. Vous pourriez écrire un autre roman ? Je sais pas, non, ça me paraît très, très compliqué. J'ai déjà dit beaucoup de choses sur Hong Kong dans celui-là. C'est quand même quasiment un personnage à part entière du livre. C'est un personnage du livre. Donc ça serait plus difficile que ma géographie récurrente, ma géographie personnelle, le sud-ouest de la France, où je situe la plupart de mes intrigues, où là, le filon est quasiment inépuisable parce que j'ai passé là-bas les 20 premières années de ma vie. Et puis, et puis j'y reviens tout le temps. Donc, je crois que sur Hong Kong, non, j'ai fait le tour de la question. Il faudra envoyer Servaz en vacances à Hong Kong. Ouais, il serait un peu déphasé, non ? Mais justement, je m'étais posé la question, mais à un moment donné, c'était totalement ridicule d'envoyer Servaz là-bas. Puis alors, Servaz, c'est l'anti-Moira, justement. Ils sont aux antipodes, tous les deux. Servaz est un peu comme moi, c'est pas un geek du tout. D'ailleurs, pour écrire ce roman, je suis parti de très loin, quasiment de zéro, parce que je suis pas du tout quelqu'un comme Moira ou comme d'autres personnages du livre, Ignacio Esquer, Lester Timmerman, Tove Johansen, qui viennent de tous les pays et qui sont, parce que dans ce campus, ce centre où se fabriquent tous les gadgets, les outils de chez Ming, il y a un casting complètement international. Se côtoient toutes les nationalités. C'est les Nations Unies du high-tech. Comme chez Google, comme chez Baidu, comme dans tous ces gens de l'Internet où il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc, non, je pense pas que retourner à Hong Kong, ça soit une bonne idée. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Et donc, va plutôt vous retrouver en terrain connu la prochaine fois. Ouais, mais connu, mais pas si connu que ça, parce que je déteste écrire 2 fois le même livre. Je pense que tous mes livres sont différents, tous mes romans sont différents, et je compte bien, encore une fois, surprendre mon lecteur. C'est ma mission, en quelque sorte. Ok, merci beaucoup Bernard. Avec plaisir. Merci pour ce moment. Merci à vous. Merci, au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. D'ici là, à bientôt et bonne lecture.